Je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir. Mais si. Et n'ayez pas peur de vous mettre dans les premiers rangs qui vont se garnir au fur et à mesure de la matinée. C'est bien. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord un grand merci d'être là avec nous pour cette 7e édition des Trophées Logement et Territoires. Et vous savez que l'ambition de ces trophées, c'est de lier le débat nécessaire, indispensable, avec l'idée de récompenser aussi ceux que vous avez estimés les plus efficaces, les plus modernes, les plus innovants, les meilleurs en somme, dans leur catégorie. Donc cette matinée va être organisée en 2 temps. Une première partie de débat jusqu'à midi environ. Ce débat sera animé par Catherine Boquet d'Imowic et Éric Tréguier de Challenge. Sera précédé par une introduction indispensable du professeur Mouillard qui nous dira où on en est à cette heure-ci presque, à la seconde près en matière de logement, et c'est toujours important de recadrer les choses. Et puis je voudrais bien sûr vous dire que après ce débat, la cérémonie des trophées couronnera donc les meilleurs, et vous avez sur chacun de vos sièges un petit bulletin de vote. Vous devez l'avoir tous, je ne vais pas vous demander de le montrer, mais où les 28 nommés à ces trophées sont présentés. Et c'est donc vous qui allez élire, le public, qui allez élire le professionnel que vous estimez être le meilleur, le plus intéressant de l'année. Et je vous propose donc de cocher... Il n'y a qu'un seul nom à cocher, de cocher le nom de vos préférences, et puis tout à l'heure, au milieu du débat, on viendra retirer les copies, et puis nous remettrons tout à l'heure ce trophée du public. Avant de commencer, quelques merci. Merci d'abord à nos partenaires, à Lila, Crédit Agricole, Emerich, qui nous font l'amitié de nous soutenir. Merci aussi à l'ANRU et au Plan Bâtiment Durable qui nous soutiennent. Nous retrouverons tout à l'heure, d'ailleurs, dans les débats, les présidents de l'ANRU et du Plan Bâtiment Durable. Merci aussi à Vitra, qui est présent chaque fois par le mobilier qu'ils mettent à notre disposition. Et je vous propose donc, sans tarder, de commencer le débat. 2 débats donc extrêmement importants sur l'habitat durable d'une part et sur le Grand Paris. Je crois que ce sont des questions qui sont vraiment d'actualité, qu'il est indispensable d'aborder. Et avant ces 2 parties, écoutons religieusement, bien entendu, le professeur Michel Mouillard. Merci à vous. Bien, bonjour. Désolé de vous infliger ça, mais il faut le faire. Donc, on va parler des dernières nouvelles des marchés du logement. Je n'ai pas rajouté de demain, parce que ça avait déjà été pris. Donc, on va commencer en rappelant, première diapo, ça marche bien. Donc, on va commencer en rappelant simplement, voilà. En rappelant simplement que ce qui caractérise la situation actuelle, c'est un redémarrage rapide de beaucoup de marchés immobiliers. Et ce redémarrage, ce qui est le fait exceptionnel, c'est alimenté d'une évolution des taux d'intérêt sans précédent. Je le rappelle simplement parce que quand on regarde la baisse des taux qui est intervenue à partir de 2011, ça équivaut à une baisse des prix de l'immobilier de 24%, ce qu'on n'a pas vu, puisque l'INSEE nous dit qu'entre 2011 et puis aujourd'hui, les prix des logements, ils ont baissé de 6%. Mais ça a permis, cette baisse des taux, de soutenir la demande. Heureusement, parce que c'était la première fois, à partir de 2012, qu'en situation de dépression des marchés, il n'y avait plus de soutien public, notamment à la primo-accession à la propriété, ce qui avait toujours été le cœur de cible des politiques publiques. Mais la baisse des taux a permis au marché de se ressaisir. Ça a permis au marché de se ressaisir sur tous les fronts, le neuf, l'ancien. Ça a permis aussi à toutes les catégories de ménages d'en bénéficier, les modestes, les très modestes, les revenus moyens, les revenus aisés. Et pour illustrer cela, parce que tout le monde en a entendu parler,
Je rappellerai simplement que les taux à 1,33% sont descendus en octobre à un niveau que l'on n'avait jamais observé. Et une illustration de cela, c'est la baisse des taux d'effort, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Ah ben c'est parti. Elle est où ma diapo? Voilà. C'est la baisse des taux d'effort, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Et on voit bien qu'on est revenu en 2016 au niveau des taux d'effort qu'on connaissait dans la première moitié des années 90, mais dans une situation toute différente, puisqu'alors les marchés immobiliers étaient plombés, puisqu'alors les prix avaient dévissé, et puisqu'alors il y avait encore des soutiens publics. Donc on est revenu sur des taux d'effort qui sont des taux d'effort qui permettent de comprendre pourquoi les marchés ont rebondi dès 2013, même s'ils ont été contrariés par la loi Allure en 2014, et qu'à partir de 2015, ils ont connu une vitalité qu'on n'imaginait plus. Baisse des taux d'effort, soutien de la demande par la baisse des taux d'intérêt, c'est probablement le premier point autour duquel il faut réfléchir, parce que c'est l'avenir des marchés immobiliers qui se profile derrière cela. Alors évidemment, s'il y a eu baisse des taux, baisse des taux d'effort, etc., ça a permis de relancer la production de crédit, le nerf de la guerre. C'est la deuxième diapo, si elle peut venir, bravo. Le nerf de la guerre, et on la laisse, la diapo, merci. Alors, pourquoi? Simplement parce que, souvenons-nous par exemple qu'en 2015, la production de crédit immobilier, quel que soit le niveau auquel on la mesure, a augmenté de 26%. 26%, et on le voit bien quand on regarde les petites courbes qui sont là, on a eu un très beau redémarrage. Bon, bien sûr, sans surprise, presque tous les marchés en ont bénéficié. Le neuf, en rouge, l'ancien, en noir, mais pas le marché des travaux. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre ou deux, comme ça, pour vous illustrer cette panne extraordinaire du marché des travaux qu'on connaît. Sans surprise, elle n'est pas récente. En 2016, sur les 9 premiers mois de l'année, le nombre de prêts, Éco-PTZ, PC-Pass, épargne logement, prêts du secteur bancaire, a diminué de 13% sur un an. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc vous comprenez pourquoi la courbe en bleu continue à piquer du nez. Et puis mieux encore, entre les 9 premiers mois de l'année et puis ce que l'on observait en 2011, vous savez, quand il y avait un petit pic là, eh bien, le nombre de prêts a diminué de 23%. Ce n'est pas une surprise, on l'a vu de mois en mois, cela a été dit, mais évidemment, c'est embêtant. C'est embêtant et ça a une conséquence. Blocage de la rénovation énergétique, on le sait. Mais aussi, ça signifie très probablement dégradation de conditions de crédit pour l'avenir pour des ménages qui ne sont pas en capacité d'utiliser le crédit pour financer ce type d'opération. En revanche, dans le neuf, la petite courbe en rouge nous rappelle bien que le marché s'est bien redynamisé. Alors bien sûr, si je ne cite pas le Pinel, ça ne va pas faire bien. Si je ne cite pas la relance du PTZ, ça ne fera pas bien non plus. Pour autant, souvenons-nous que le redémarrage de la production de crédit au neuf intervient en 2013. Il s'accélère en 2014, sans soutien public, et l'évolution qu'on connaît depuis ne fait que confirmer le redémarrage que l'on avait constaté. Alors, en revanche, ce n'est pas la même chose sur le marché de l'ancien. Petite courbe en vert, pomme. Pourquoi? Simplement parce que le marché de l'ancien, il a été largement gêné. Non pas parce que les conditions de crédit, non, tout ça a bien servi la demande, mais parce que, en réalité, il a eu à connaître des perturbations. La dernière en date, qui nous permet d'expliquer cette stabilisation de la production de crédit à l'ancien depuis un an bientôt. En gros, les 9 mois de l'année comparés aux 9 mois de l'année 2015, en glissement annuel, donc, nous disent moins 0,2%. Ça signifie une quasi-stabilisation. Mais alors pourquoi? Eh bien simplement parce que
tout le monde s'en est aperçu. Il y a bien sûr des difficultés dans le montage des dossiers. Souvenez-vous ce qu'était la grogne des notaires qui se poursuit sous une autre forme. Et puis, ce fameux mouvement de rachat de créances que certains appellent des renégociations et qui se traduit par l'encombrement de ce que les jeunes appellent les back-office dans les banques. Ça signifie que les dossiers, certes, passent le niveau qui est le niveau de l'acceptation de l'offre, mais de là à se terminer sur la réalisation effective de l'opération, c'est autre chose bien souvent. Et donc on est sur un marché qui est un marché finalement qui disjoncte entre d'un côté une évolution sensible de ce qu'on pourra appeler par exemple les compromis signés, 8%, 9% sur un an, et puis de l'autre côté l'évolution de la production de crédit. Et cela est évident, mais cela signifie aussi que derrière, cela aura des conséquences sur le fonctionnement des marchés demain. Et puis la troisième diapo qui va vous arriver. Bravo, merci. Voilà. Cette troisième diapo va nous permettre de parler de construction. Parce qu'on l'a vu, si les crédits au neuf ont progressé fortement, c'est bien, et personne ne s'en plaindra. Il est clair qu'on ne peut d'ailleurs que se réjouir que les mises en chantier progressent en glissement annuel à fin septembre de 8,1%. Je ne parle que des mises en chantier, parce que les autorisés, c'est un indicateur qui en réalité n'a pas grand sens en matière d'évolution de l'activité des marchés et puis de l'ouverture de l'offre de logement aux ménages. Bon, alors on est très content, bien sûr. Pour autant, on est quand même un petit peu gêné, parce que vous avez suivi l'actualité. La grande réforme de Citadelle 2 a fait que des pans d'incertitude se sont dévoilés. Et une grande incertitude, c'est la révision des statistiques de construction d'un mois sur l'autre. Souvenons-nous que sur des années qui étaient pourtant des années déjà terminées, eh bien on perd 15 000 logements d'une livraison à l'autre livraison. Par exemple, si on regarde l'évolution des 8,1% dont je vous parlais précédemment, entre 2015 et 2016, cette progression elle est réduite de moitié si on tient compte des révisions statistiques. C'est-à-dire que finalement, la reprise, même si on sait qu'elle est là, dans la statistique publique, est en trompe-l'œil. Pourtant, on le sait, la reprise, elle est très forte dans le secteur de la maison individuelle. Les statistiques qui seront publiées sur octobre vont nous dire des chiffres à plus de 20% de progression, comme d'ailleurs les chiffres de la promotion immobilière nous disent des progressions aussi fortes. Il n'y a qu'un secteur finalement qui traîne les pieds, c'est la construction locative sociale. Oui, bien sûr, ça a été un objectif présidentiel fort. Les dispositions publiques ont été prises, sont très nombreuses. Pour autant, quand on regarde depuis 2011, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier stagne péniblement à 100 000 unités par an. Loin des 150 000, d'accord, mais il stagne. Donc ce n'est pas ça qui porte. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, on est gêné. On est gêné parce que ceux qui suivent le secteur savaient très bien qu'auparavant, par le passé, jusqu'en 2013, mois par mois, ils pouvaient travailler l'évolution du secteur en suivant ce qu'on appelait les notes saumon, qui permettaient de suivre la distribution des agréments. Et puis, subitement, ex in abrupto, eh bien, la publication a cessé. La publication a cessé. Il n'y a plus de statistiques publiques permettant de suivre cela, de statistiques publiques, puisque la statistique existe. Et puis, comme aucune statistique, même si elle n'est pas publique, n'est pas accessible, on dit, hein, moi vous savez, hein, on dit que sur les 9 premiers mois de l'année, le nombre d'agréments, je dis bien les agréments, ce qui fera l'activité de demain, c'est un recul de 15% sur un an. Ce n'est pas étonnant finalement. Ah là, mais c'est embêtant, parce que ça signifie que la reprise est en panne dans la construction locative sociale. Pour autant, il était évident que l'augmentation de la
des mises en chantier que l'on observe, même si on ne sait pas la mesurer, même si on ne sait plus combien on construit de logements en France. Cette augmentation, faisons comme si elle était bonne. Et faisons comme si les 367 000 logements mis en chantier à fin septembre en glissement annuel correspondaient à une réalité. Sur cette base-là, ça signifie qu'on va avoir une année 2016 qui sera à 376 000 mises en chantier à peu près. Entre 375 000 et 380, mais 376 000 dirons-nous. C'est bien, mais ça signifie que quand on y regarde, si on compare cela au nombre de ménages, puisque quand on parle de besoins en logement, on voit bien que les cris d'orfraie résonnent dans toutes les salles, eh bien si on compare le niveau de la construction au nombre de ménages, eh bien on s'aperçoit qu'on est sur les niveaux les plus bas depuis le début des années 50. Je ne parlerai même pas de 2014-2015, où on a construit en moyenne 343 000 logements chacune de ces années. Et on était revenu bien plus bas qu'en 1951. Ouais, bien plus bas que, comme Christophe, il doit être là, bien plus bas que quand l'abbé Pierre lançait son appel à l'insurrection de la bonté. Et puis, même si on fait 376 000, eh bien, ce sera péniblement le niveau qu'on avait en 2013. Péniblement le niveau qu'on avait en 2013. C'est-à-dire, finalement, 55 000 mises en chantier de moins qu'en 2011, 110 000 mises en chantier de moins qu'entre 2006-2007. Donc, la construction, oui, bien sûr, au travers de la statistique publique, a repris de la vigueur. Mais pour autant, cette évolution n'est pas à la hauteur des enjeux. Et d'ailleurs, la droite rouge avec des points jaunes nous dit ce qu'aurait dû être le ratio si on avait construit 500 000 logements. On en est bien loin. En gros, l'écart, il est de 50%. C'est rien, ça se corrige. D'un mois sur l'autre, la statistique publique sait corriger cela. Et puis on va finir, donc, le marché de l'ancien. Tout le monde, 4e diapo, merci. Tout le monde sait que le marché de l'ancien a repris beaucoup de vigueur. Oui, quelles que soient les manières dont on mesurera cela, on a une année 2016 qui est une des meilleures années, qui sera la meilleure année en termes de nombre de logements anciens achetés par les ménages, et puis un ratio qui est entre le nombre de logements achetés par les ménages et le parc logement que ces ménages détiennent, qui est un ratio qui revient pratiquement au niveau de l'année 2007, qui était la meilleure des années qu'on a eu à connaître depuis que les éléments statistiques sont disponibles. Bien, porté par quoi? Pas par le prêt à taux zéro. Hein. Vous savez, le prêt à taux zéro dans l'ancien, il n'y a eu que la propagande qui a utilisé ce chiffre, parce que finalement, quand on regarde sur les 6 premiers mois de l'année, 11 000 prêts à taux zéro dans l'ancien, 10 fois moins qu'en 2011, et ça représente en gros 4% de l'activité du marché de l'ancien. Avec 4% du marché de l'activité de l'ancien, on ne peut pas expliquer un tel redémarrage. Pour autant, quand on regarde, eh bien, on voit que finalement l'année 2016 est très bonne, mais elle n'est pas au niveau de l'année 2007. Oui, c'est logique, c'est normal, puisque même si le nombre de logements achetés par les ménages est plus élevé, en revanche, le nombre de ménages entre ces deux dates, en près de 10 ans, a cru, a augmenté. De 2 millions, oui, 2 millions, c'est pas rien finalement. Et donc ça signifie que derrière cela, on a un ratio qui est très bon, qui nous dit qu'on est sur une très très bonne année, mais qui n'est pas la meilleure des années si on veut considérer cela au travers du ratio nombre de logements anciens achetés par les ménages rapporté au parc de logements disponibles. Donc on va finir maintenant avec 2 points pour dresser ce paysage rapide. Les taux très bas, vous le savez, on le disait, 33 en octobre. Et puis maintenant, comme tous les ans, à la même époque, ou tous les ans, quand il n'y a rien d'autre à dire, on annonce la remontée des taux. Bon, tout le monde savait que les taux allaient remonter, soyons clairs. Hein, on savait que les taux allaient remonter pour au moins une raison, simplement. Lorsque les taux ont baissé en septembre et en octobre, ils ont baissé parce que les établissements de crédit ont révisé leur barème, sachant très bien que de toute façon,
ce sont les derniers mois de l'année durant lesquels la demande reste très soutenue. Et puis généralement, durant les mois, avec l'arrivée de l'hiver, durant les mois d'hiver, les taux, les barèmes sont revus à la baisse, moins conciliants, et on a une petite remontée. En gros, par rapport au 1,33, le niveau des taux qui correspond à ce qu'est la réalité, entre guillemets, des taux qui devraient être, c'est un 50%. Donc on s'attend à peu près à une remontée entre aujourd'hui et puis la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Maintenant, ce n'est pas ça la remontée des taux. La remontée des taux, c'est l'augmentation des coûts des ressources qui sont derrière. Pas les taux de refinancement de la BCE. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils resteront à zéro jusqu'à la fin de l'année 2017. En revanche, les taux des obligations. Tout le monde a suivi que les taux des obligations, ils avaient eu un coup de folie, 0,74, 0,76 ces derniers jours, c'est-à-dire 60 points de base de plus que ce qu'on avait il y a 2 mois. Et c'est bien ce qui inquiète. Mais souvenons-nous aussi que de toute façon, les taux de l'OAT, lorsqu'on connaît des crises, comme par exemple la crise grecque, reviennent après sur une situation un peu moins tendue. Pour autant, la remontée des taux de l'OAT est inscrite dans tous les scénarios. Et une remontée qui, sur l'année 2017, suivant les établissements, va entre 30 points de base et 40, peut-être 50 points de base pour les plus pessimistes. C'est-à-dire qu'en fait, ça signifierait qu'on serait sur des taux de crédit immobilier aux particuliers qui seraient de l'ordre de 1,75, 1,80 à la fin de l'année 2017. Ce n'est absolument pas ça qui va modifier le dynamisme des marchés immobiliers. Les taux d'effort par lesquels on a commencé, de toute façon, impacteront très peu cette remontée seront faiblement impactés par cette remontée des taux d'intérêt. Donc c'est pas la demande, ce ne sont pas les marchés immobiliers qui vont souffrir, ce ne sont pas les établissements de crédit, ce sont les courtiers, et c'est probablement le mouvement de rachat de créances qui va, comme on le voit depuis le début de l'année, en être le débiteur final. Mais, donc ce n'est pas du côté des taux qu'on est inquiet. On est inquiet, et j'en finis ainsi, par BAL 4. BAL 3, les recommandations du comité de Bâle publiées en avril 2016 ont finalement réconforté tout le monde, si on peut dire. Mais BAL 4 qui est à venir est en cours d'élaboration dans un climat qui est très tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça signifie que si BAL 4 passe, c'est une révision très importante des conditions dans lesquelles les marchés immobiliers vont être financés en France. Simplement, pour illustrer le choc qu'il y a derrière la mise en œuvre de BAL 4, si les recommandations suivent les propositions de 2014, cela signifie qu'on a un choc d'activité sur les marchés du neuf et de l'ancien qui sera comparable à celui qu'on a connu en 2009, avec lors de la Grande Dépression. C'est-à-dire qu'en fait, 10 ans après, la Grande Dépression revient. Ce ne sera plus un déséquilibre des marchés bancaires, financiers, de l'économie. Ce sera une modification fondamentale des conditions dans lesquelles l'activité réelle peut être portée par les établissements bancaires et financiers. C'est là l'enjeu. Cet enjeu, ce n'est pas pour maintenant tout de suite, ce n'est pas pour 2017. C'est pour la fin de 2018 si les recommandations étaient adoptées, ce qui est loin d'être évident, mais c'est pour 2019 très certainement. Et ça signifie que ça nous projette dans un monde qui est un monde plein d'incertitudes. Et pour en finir, je vous dirais, avec BAL 4, je ne donne pas cher de la réalisation des travaux de rénovation énergétique par les ménages. Merci. Merci Michel Mouillard pour ce discours empreint d'optimisme. En tout cas, avant d'aborder cette table ronde, je voulais vous dire que l'intégralité des propos de Michel Mouillard sera mise en ligne d'ici 10 minutes, ainsi que tous les graphes et tout ce qu'il a présenté ce matin.
Et maintenant, je vais demander aux intervenants de cette première table ronde de nous rejoindre.